Bonsoir. Qui prendra la tête d'Air France pour succéder à Jean-Marc Janaillac? Le processus de sélection se poursuit. Il devrait être finalisé dans les meilleurs délais. Voilà ce que nous disait la direction cet après-midi. C'est toujours la confusion donc à la tête d'Air France qui vit peut-être les heures les plus difficiles de son histoire, avec une longue grève, un président qui part après un référendum, et puis son successeur pressenti, même pas désigné, qui est quasi retoqué en direct dans les médias par Bruno Le Maire. Oui, et tiens, justement, l'État actionnaire, est-ce qu'il a toujours sa place dans Air France? Est-ce que justement cette grande compagnie nationale n'est pas handicapée par un État qui prend des décisions pas toujours coordonnées, cohérentes? L'État atout ou handicap chez Air France? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Ouais, est-ce que cet État ne freine pas le redécollage de cette grande compagnie par ses méthodes? Oui, il y avait un séminaire stratégique hier et aujourd'hui du conseil d'administration à Amsterdam. On va en parler toujours avec les meilleurs spécialistes, les meilleurs décodeurs de l'écho. Olivier Babot, économiste, professeur de stratégie, président de l'Institut Sapiens. Avec nous, Xavier Titelman, il est consultant aéronautique pour le collectif Tous Air France, un collectif regroupant notamment des salariés d'Air France. Vous n'êtes pas salarié d'Air France, vous travaillez dans un cabinet CGI Consulting. Jean-Louis Barou, fondateur du réseau APG, auteur de Transport aérien, c'est vérité que l'on vous cache, était sorti l'an dernier. Mathieu Sévin, tout naturellement, bien sûr, le spécialiste aéronautique de BFM Business. Et puis Thierry Fournier, associé du cabinet EIM, spécialisé dans le management de transition. Alors, Mathieu oui. Sévin, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est dit cet après-midi, ce matin, donc lors de ce séminaire au conseil d'administration? Tension Fabrice, ça fait une quinzaine d'années que je suis Air France KLM. Je n'ai jamais vu en 15 ans un communiqué aussi court et qui ne veut strictement rien dire. Du genre, le conseil d'administration s'est penché sur les grandes décisions à prendre, décisions que devra prendre la prochaine direction. Le processus de nomination du nouveau PDG du groupe se poursuit. Et voilà, emballé, c'est pesé. Et on en saura plus. Et on en sait, officiellement, on n'en sait pas beaucoup plus. Ce qu'on sait par contre, ce qu'on a entendu dire par des bruits de couloir, c'est que ça a été assez compliqué, les discussions. Il y a des tensions, il y a des tensions. Ouais. Il y a des tensions parce que le comité de nomination voulait mettre Philippe Capron à la tête d'Air France le directeur KLM. financier de Veolia, ouais. Simplement, Delta, qui est actionnaire aujourd'hui d'Air France KLM, puis aussi une compagnie China Eastern, ont décidé, n'ont pas trouvé ça logique que ce soit simplement l'État français qui décide. Et avec KLM, bien les trois ont décidé de demander à être associés à ce processus de discussion. Et puis l'État, qui se revendique comme étant le premier actionnaire d'Air France KLM, eh bien si on met bout à bout Delta et China Eastern, eh bien ils sont largement devant l'État. Et l'État qui a 14% du capital, 22% des droits de vote, avec 3 représentants sur 14 au conseil d'administration. Thierry Fournier, juste expliquez-moi, vous, associé du cabinet EIM spécialisé dans le management de transition, qui choisit, qui tranche, qui consulte-t-on dans ce cas précis d'Air France? Alors, qui consulte-t-on? Ça veut dire quel type de candidat on consulte? Quel genre de... Comment ça se passe? Voilà, très bien. On sait que Jean-Marc Janaillac est parti, donc depuis le 7 mai. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, justement? Et voilà, qui va décider? D'après ce que je comprends, il y a eu un cabinet de chasse qui a été mandaté pour se mettre au travail. Ce que j'observe, ce qui me surprend le plus, c'est que les critères sur lesquels on a mis en avant les 3 principaux candidats qui ont été alignés avec Philippe Capron, les 2 autres, on va y revenir, ont été mis en avant pour des critères que je trouve totalement étonnants. On voit surtout que c'est les CV qui passent et pas du tout pour les qualités de leader qu'il nous faut. On va y revenir simplement, oui. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir avec vous, justement, c'est qui décide, justement. Là, Mathieu Sévin nous explique, il y a des actionnaires, il y a Delta, il y a China Eastern, donc des nouveaux actionnaires depuis peu. Il y a évidemment KLM, l'autre partenaire. Il y a un autre actionnaire qui s'appelle l'État, très bien. Voilà. Qui décide? C'est l'Assemblée des actionnaires.
sauf si elle délègue à une commission particulière, ce qui est le cas, le choix de le faire. Et ensuite, comment ça se fait? Tous les intervenants ont leur mot à dire, lèvent la main et essayent de peser sur la décision. Mathieu, non? Jusqu'à présent, tous les intervenants, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, hein, ceux qui prenaient la décision jusqu'à présent, c'était quand même l'État qui indirectement imposait ses choix. Alors, là où je suis parfaitement d'accord, c'est que ce que j'ai dit, c'est comme ça en principe que ça marche. En pratique, c'est ce que vous dites. Les profils des 3 principaux candidats qui ont été mis en œuvre sont de toute évidence des profils qui sortent de la haute administration, ou en tout cas qui sont familiers avec. Alors vous pensez à qui alors Philippe Capron, oui. Catherine Guilloire et Fabrice Brégier. De la RATP et Fabrice Brégier. Fabrice Brégier, donc, qui sont tous les 3 des polytechniciens énarques HEC. Oui, Fabrice Brégier qui a très vite démenti et qui a dit très vite qu'il n'était pas intéressé par le poste. Hein. Philippe Capron, le directeur financier de Veolia, pourquoi son nom avait émergé? C'était sorti de qui, de où cette idée? Qui peut m'en parler? Vous voulez m'en parler, Xavier Titelman? En fait, il y a eu des fuites. Ouais. Il y a eu des fuites en interne, des gens qui n'étaient pas contents de ce choix, qui avait été clairement mis en avant par la direction actuelle, qui avait été commencé à être discuté par le conseil d'administration. Et clairement, les salariés, les employés, les personnels d'Air France voulaient un spécialiste, voulaient un technicien, quelqu'un qui connaisse l'aéronautique. Et un Énienne Ménard, qui est peut-être un très bon technicien, mais à un moment où on n'est plus sur... Il ne faut plus faire de coupes. À l'époque de Christian Blanc, il fallait faire des coupes drastiques. On a viré plein de monde. On a augmenté la productivité de 30%. Un très bon technicien pouvait le faire. Là, il faut repartir de l'avant et on veut un technicien, on veut quelqu'un qui s'y connaisse. Vous voulez pas quelqu'un du Sérail? Non, en tout cas, l'association Tous Air France, qui regroupe justement notamment des salariés. Dans cet appel que vous avez lancé au travers de cette lettre à Air France, Passons Impact, il est écrit clairement qu'il faut nommer un président issu de l'aérien et de l'industrie. Et c'est vrai que les derniers patron, Alexandre de Juniac, venait de cabinet ministériel, en l'occurrence Bercy. Jean-Marc Genaillac, lui, énarque, promotion de François Hollande aussi, ex-patron du groupe public de transport Transdev. Et puis précédemment, si on devait prendre les autres exemples, qui venaient de chez Spinetta, voilà, chercher le nom, de chez Delebarre et d'époque, etc. Oui, donc ça, c'est fini? Depuis une quinzaine d'années, c'est vrai qu'on succède un petit peu avec des profils qui se ressemblent beaucoup et surtout qui sont autocratiques, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs propres idées préconçues. Mais là, on n'est plus dans cette optique-là. On a le groupe, les salariés qui veulent s'exprimer, qui ont un avis, qui veulent le donner. Et objectivement, aujourd'hui, on a les syndicats qui sont braqués sur une position. Oui. On a de l'autre côté la direction qui essaye de s'imposer. Oui. Et on a cette petite communauté, Tous Air France, qui au début c'était rien, mais qui ont aujourd'hui, il y a certaines pétitions qu'ils ont fait, qui ont dépassé les 12 000 signatures, donc c'est très important, et qui ont maintenant un petit poids et qui sont écoutés au plus haut lieu. Et pardon, Jean-Louis Barrou ou Thierry Fournier, Olivier Babot, est-ce qu'on condamne pas un petit peu vite un homme, donc je pense à M. Capron, que je ne connais absolument pas, qui se retrouve désigné vaguement pas comme un incompétent dans son secteur, puisqu'on voudrait qu'il dirige Air France, et tout le monde dit « Attendez, ce gars-là, il n'a jamais touché à l'aérien. » Jean-Louis Barrou, et puis... c'est plus le sujet, c'est dépassé. Oui. Il y a eu 17 présidents chez Air France. Depuis 1946, ils ont tous été désignés par l'État. Ils étaient nécessaires lorsqu'Air France faisait de la construction. À partir du moment où Air France se trouvait dans le système d'Open Sky, ils étaient non seulement non nécessaires, mais ils ont été nommés pour rendre, disons, des services aux uns et aux autres, avec des gens qui étaient compétents et d'autres qui étaient parfaitement incompétents. Ce que vous voulez dire, on se retrouvait à la tête d'Air France, comme on aurait pu se retrouver à la tête du Loto ou d'une assurance. Ah mais c'est parfaitement ça. On a eu le cas de M. Friedman. Oui. Vraiment, il se demandait ce qu'il faisait là. Il dit, moi, j'attendais quand même une assurance, tout ça. Pour l'instant, on me donne Air France, c'est bizarre, quoi. Olivier Babot. Oui, je crois que la confusion, justement, autour du profil de celui qu'on veut recruter, dit tout. Et on est vraiment au cœur du problème. C'est que pour la première fois, de quoi on a besoin? On n'a effectivement pas besoin de quelqu'un qui va couper les coûts. On n'a pas besoin d'un haut fonctionnaire. On a besoin d'un spécialiste. On a besoin d'un stratège pour qu'il y ait enfin un pilote dans l'avion. Pardon, parce qu'il fallait que quelqu'un fasse la blague, évidemment. Donc, ça y est, c'est fait. Pour l'instant, c'est plutôt maman, j'ai raté l'avion, parce que le risque, c'est qu'effectivement, ça s'écrase. Mais de toute évidence, aujourd'hui, l'aérien est un secteur extrêmement concurrentiel, avec des difficultés liées à la variation du prix des carburants qui peuvent faire en quelques mois chuter les marges et voire les rendre négatifs. C'est extrêmement difficile. Vous êtes bloqué quand vous avez un mauvais positionnement entre le très haut de gamme et le low cost qui vous taille des croupières de plus en plus, y compris sur le long courrier. Donc c'est absolument redoutable, mais un marché qui est prévu de doubler de taille dans les 20 ans. Donc
c'est à la fois très attractif et à la fois une grande compétition. Il faut un stratège qui ait un plan, et c'est ça qu'on a besoin de recruter, je crois, Air France. C'était pas. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est le fait qu'il faut un stratège. Je crois que la décision vers laquelle on est en train de s'orienter, de séparer en un seul job jusqu'à maintenant, en deux, un patron du pôle Air France et un président est la bonne. Le président, de notre point de vue, n'a pas besoin, lui, d'avoir d'expérience aéronautique. Le pôle Air France, certainement, parce qu'il faut rentrer dans les opérations. Le président, ça doit être un patron. Quelqu'un de courageux qui prendra des décisions. C'est surtout ça le profil. Son diplôme importe assez peu. Et son expérience professionnelle préalable ou sa technicité de métier n'importe assez peu. C'est ce que disait Madame Couder, donc, qui a pris l'intérim depuis le mois de mai, qui avait décrit le profil idéal comme celui d'un grand manager expérimenté reconnu, pas nécessairement spécialiste du transport aérien, avec une forte dimension internationale et une parfaite connaissance et compréhension de la culture française. Mathieu Sévin, ça vous fait un petit peu réagir, bondir, non? Je pense que Air France a des défis immenses devant. Il va falloir s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Le low cost qui, après avoir embarqué tout sur le moyen courrier, débarque sur le long courrier. Il y a German Wings qui appartient à Lufthansa. Il y a Level, la compagnie à bas coût d'IAG, c'est Iberia et British Airways. Et puis il y a Norwegian. En France, il y a French Bee, la filiale d'Air Caraïbes. Marc Rochet, qui est l'un des candidats. Oui, son nom revient souvent. Son nom revient pour prendre la suite. Alors Air France va devoir prendre une décision. J'y vais pas. Est-ce que je vais sur du low cost de long courrier? Ils en ont parlé hier. A priori, ça a été acté. Alors, c'est une fuite, encore une fois, on ne sait pas quelle est cette valeur, mais a priori, ils en ont parlé positivement. Oui, mais c'était dans le plan stratégique que devait présenter Jean-Marc Janaillac dans quelques semaines. Donc, c'est sur la table, ça a été écrit, d'accord, mais pour l'instant, rien n'est décidé. On va y revenir sur la stratégie. Ça sera sur la feuille de route de ce que va faire le futur ou la future présidente. Le salaire du PDG, je pose une question aux spécialistes de management de transition, vous êtes Thierry Fournier. Est-ce qu'il n'est pas trop bas? 1 200 000 € maximum. C'est largement inférieur au salaire pratiqué dans d'autres compagnies, au moins 4 millions jusqu'à 20 millions. On arrive à attirer justement, comme disait Madame Couder, un grand manager expérimenté reconnu à seulement, même 600 000. Seulement 1 million. Oui, c'est 600 000 plus éventuellement des primes. Voilà. C'est vrai que c'est un peu bas, et en même temps, vous pouvez attirer des gens de très gros calibre pour lesquels la vie professionnelle est derrière eux. Ils veulent maintenant relever un drapeau, se faire un peu plaisir et marquer un grand tampon dans leur carrière. Et puis il y a le prestige. Le poste de patron d'Air France, c'est un poste, au-delà d'un poste de ministre, c'est un énorme poste dans le monde. Donc ça peut attirer n'importe qui, je veux dire. Quelqu'un qui soit ambitieux, il peut venir là-dedans, il peut s'exprimer. On ne s'exprime pas qu'avec de l'argent. Oui, bien sûr, tu as raison. On pense à qui comme candidat? C'est qui les personnes? Il y en a un qui semble assez naturel. Alors Jean-Louis Barraud, dites-moi. Pardon, dans ce groupe, c'est Peter Elbers. Oui. Peter Elbers, alors c'est le patron de KLM. C'est le patron de KLM actuellement. Il semble être assez bien accepté par les gens d'Air France, et en particulier par le management d'Air France. Il y a des scénarios qui s'échafaudent. Pour l'instant, il semblerait que l'État n'en veuille pas. On ne voit pas du tout pourquoi l'État aurait son mot à dire là-dedans. Franchement, si le management de l'entreprise le veut, s'il a un plan qui va bien, et apparemment il aurait ça, on ne voit pas du tout pourquoi l'État s'en mêle. D'autant plus que ce qu'il faut rappeler quand même, depuis 2-3 mois, la fronde, elle monte du côté des Pays-Bas, les syndicats de néerlandais, de personnel néerlandais, la direction de KLM qui dit finalement, nous on est quand même vachement plus profitable, rentable que Air France. Et puis regardez, alors je caricature, tous ces privilégiés, ces pilotes qui font un petit peu la loi chez Air France, alors que nous, on fait les efforts idoines. Mathieu Sévin, ça tangue du côté des Pays-Bas. Le conseil d'administration, le séminaire, il a lieu à Amsterdam. Vous avez parlé de Delta, vous avez parlé de China. Il y a KLM aussi. KLM aussi, quand même, qui se manifeste. Dans les discussions depuis 48 heures. KLM, ça rapporte 4 fois plus d'argent qu'Air France. Et pendant des années, Air France perdait de l'argent, KLM en rapportait. Et si le groupe Air France KLM rapportait de l'argent, c'était uniquement dû aux contributions de KLM. Pourquoi KLM est-il plus rentable que Air France? Quelqu'un m'explique, Jean-Louis Barraud? C'est pas aussi vrai que ça. Qu'on veut bien regarder les comptes de cette année, je parle des comptes de 2017, font apparaître un profit d'exploitation d'Air France de 1,4 milliard et un résultat net du groupe de moins 277 millions.
Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Il a fallu passer une énorme provision pour les plans de retraite de KLM, qui n'étaient pas passés. Donc pendant longtemps, on a laissé les choses sur le tapis. Maintenant, on avait eu un gros résultat, on l'a fait sortir. Mais le résultat net, c'est moins 277. Olivier Babot. Oui, depuis la fusion, enfin pas la fusion, le rapprochement, comme on dit, de mariage en 2004, les résultats de KLM se sont considérablement améliorés. Alors, est-ce que c'est dû à ce partenariat? Parce que c'était quand même le but. Ils ont justement accepté des réformes que les salariés d'Air France n'ont jamais acceptées. Ils ont fait des efforts de productivité, ils ont un coût du travail qui est quand même beaucoup plus faible, ils ont des conditions sur l'aéroport de Schiphol qui sont beaucoup plus favorables que ce qu'on a à Roissy. Avec les redevances exactement. par... Et même les taxes de l'État, on a des taxes spécifiques en France qui n'existent pas à l'étranger. La taxe de solidarité qui a une très bonne vocation, mais il n'y a quand même que sur Air France. La taxe Chirac. La fameuse taxe Air France d'ailleurs, on l'appelle comme ça. Oui. Parce qu'elle ne porte que sur Air France. En fait. Depuis cette année, on est le dernier pays qui l'applique encore. Ouais, malheureusement. Oui, alors les candidats, donc Monsieur Albers, KLM. On cite Marc Rochet, donc vous le disiez tout à l'heure, donc aujourd'hui président de French Bee. Bon, c'est pas un débutant, hein, c'est AOM, c'est Air Caraïbes, l'avion, tout ça. Il en a fait. Marc est sans doute le meilleur spécialiste du transport aérien actuel en France. Bien. Sans aucun. Bruno Matteux, ancien directeur général. Et je serais surpris qu'il accepte. Bruno Matteux, c'est l'ancien directeur général délégué d'Air France qui a fait un passage ici même chez Etihad, donc dans le Golfe. Ils ont été entendus par le cabinet de chasseurs de tête, très bien, bon, voilà. Mais pas par le conseil d'administration qui est censé prendre une décision. Et le comité de nomination, bien sûr. Hein. On parle également de Lionel Guérin, fondateur de Transavia, Madame Stubler, qui est l'actuelle patronne de Transavia. On parle de Jacques Guérin, ex-ADP, voire Bruno Mettling, ex-Orange. L'ancien numéro 2 d'Airbus aussi. Voilà, donc très bien, qui est au conseil d'administration d'Air France. Bernard Spitz, président de la Fédération des assurances, qui se trouve au conseil d'administration. Bon, ça fait beaucoup de noms quand même. Oui, hein. mais vous savez, Mathieu Sévin, pendant toutes les nominations ces dernières années, on a eu des noms qui sortaient. Il y avait des listes longues comme le bras. À l'arrivée, sortait un nom que personne n'avait vu venir. Oui. Ça a été le cas pour Jean-Marc Janaillac, mais également son prédécesseur. À chaque fois, on entend plein de noms et jamais le bon profil. Thierry Fournier. Quand on commence à rassembler des courtes listes ou des short lists de candidats comme ça, il est assez facile de se rassurer sur le fait qu'ils vont cocher toutes les cases techniques et de savoir-faire. Et on y est confronté nous-mêmes tout le temps. La deuxième question qui est beaucoup plus subtile, c'est le tempérament, la personnalité, le courage qu'il va falloir vérifier. Tous les gens que vous dites sont des gens très honorables. Certains sont habiles, d'autres sont courtois, les troisièmes sont des super intelligents. Mais qui sera courageux? Parce qu'on est dans une situation où il va falloir trancher. Il faut trancher. Et la situation depuis le 7 mai, qu'est-ce qui se passe? Jean-Marc Janaillac, il est parti, il a démissionné après le rejet donc par le référendum de l'accord salarial qu'il avait proposé. Anne-Marie Couder, bon, lui a succédé. Air France KLM aujourd'hui clairement est déstabilisé. C'est une période dont il faut sortir vite. On voit le titre Air France par exemple depuis hier qui a perdu 5% justement. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des pires périodes de l'histoire d'Air France? Alors allez-y Xavier Titelman, consultant aéronautique. Sans aucun doute la pire, parce qu'on n'a pas de vision rapide de sortie, on n'a pas de stratégie d'ensemble, on a une accumulation de différentes compagnies qu'on n'a pas vraiment une coordination efficace les unes avec les autres. Alors Transavia, Joon, Air et France, en plus, Hop, qui ont des limitations les unes par rapport aux autres. Transavia, seulement 40 avions, s'il vous plaît, faites pas plus pour pas rentrer en concurrence avec nous. Merci les pilotes. Hop, oui, bah oui. Hop, il faut recruter un tiers, tout ce que Air France doit recruter, un tiers du recrutement des pilotes viennent de Hop. Du coup, on n'a plus assez de pilotes chez Hop pour faire voler les avions. Régions, bien sûr. Et puis en plus, Hop, on va vous limiter à des avions de 100 places, comme ça vous ne prendrez pas la place d'Air France non plus. Donc c'est une compagnie qui a eu des dictats qui ont été imposés avec le temps, et chaque accord avec les syndicats repose sur un autre accord. Franchement, c'est très difficile d'en sortir. Et là, on n'a pas d'ensemble, on n'a pas de coordination. On lance un Joon pour faire semblant qu'on fait du low cost, mais c'est pas vraiment du low cost, parce que nous, c'est génial sans être du low cost. Et puis finalement, on met que 3 avions qu'on va transférer, alors que le principe du low cost, c'est aussi d'avoir des avions efficaces, qui coûtent pas cher, qu'on puisse rentabiliser très rapidement. Et là, on transforme des A340, qui sont les avions un petit peu anciens, mais qui sont très très bons. Et très gourmands. Très gourmands. Mais c'est pas les avions les plus utilisés dans le modèle du low cost long courrier actuellement. Donc on a
on n'est Même pas si sur les cabines un ont choix. été complètement rénovées. Hein. Oui, J'ai eu non, c'est l'occasion d'y génial. aller, Pour des baskets. Non, mais le modèle est super. Mais c'est pas très massif par rapport à l'ambition qu'on voudrait se donner. Ouais. Olivier Babot. Je crois que la pomme de discorde, en fait, c'est la présence de l'État. Je suis désolé, il y a un moment donné où il faut quand même le dire. C'était la question. Ouais, bien sûr. Et c'est évidemment le problème fondamental aujourd'hui. On a l'impression d'ailleurs que KLM veut surtout débarquer l'État français, en fait, d'Air France. C'est surtout ça. Parce qu'il a prouvé, comme souvent malheureusement avec les entreprises que l'État, dont l'État est actionnaire, que c'est un mauvais actionnaire. C'est un actionnaire avide. C'est un actionnaire qui a aussi parfois un agenda politique, un agenda qui est souvent contradictoire. Il enchaîne les palinaudis, ou alors il est carrément flou et il ne sait pas ce qu'il veut. Et puis il a aussi des visions, on pourrait dire, de régulateurs. Tout ça entre en contradiction. On ne voit pas aujourd'hui ce que l'État français fait au capital d'Air France. C'est le drame aujourd'hui. Je pense qu'on est, soyons optimistes, c'est peut-être le pire moment, mais c'est une métamorphose, quoi. On est à un moment de métamorphose. La question, c'est qu'est-ce qui va sortir de la chrysalide? Est-ce qu'on va avoir un papillon qui va réussir à sortir? Pour sortir, je crois aujourd'hui que l'hypothèse d'une sortie, après comment, de l'État et dans quelle mesure et avec quelle stratégie derrière, doit sérieusement, et je crois qu'elle l'est, sérieusement être envisagée. Je citais Bruno Le Maire tout à l'heure, c'était sur RTL, c'était dimanche, à propos donc de Monsieur Capron. Il expliquait que c'est un candidat parmi d'autres. Et c'est vrai que le fait que Bruno Le Maire donc intervienne comme ça dans le débat, c'est montrer que Bercy a la main, au point de pouvoir rejeter en direct la candidature d'un homme. L'État actionnaire, Jean-Louis Barrault, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce qu'il a sa place? C'est nul. Ah bon, carrément. Ah bah, c'est nul. Franchement, passons à autre chose. Qu'est-ce que je vous dis? C'est quoi l'avantage de l'État de rester dans... S'accrocher, donner des petites prébendes à des petites copains, provoquer... Mais c'est ces trucs-là. L'intérêt de l'entreprise, il n'est jamais pris en compte. L'aérien... Juste un petit point quand même. On dit Air France, c'est vrai que va pas mal. Mais les engagements de vente pour cet été n'ont pas faibli. Oui. Curieusement, la marque Air France est tellement puissante que les gens continuent à booker sur Air France. Malgré les longues grèves. J'en discutais avec 300 millions d'euros. Avec Patrick Alexandre, qui ont été perdus avant. Qui est Patrick Alexandre, c'est le patron commercial de l'ensemble du groupe. Oui, d'accord. Et il me disait, on est extrêmement surpris de voir, on s'attendait à un effondrement de nos engagements de vente pour l'été, et il dit c'est pas ce qui s'est passé. Et on est les premiers surpris. Oui, mais certains vont dire, Xavier Titelman, Jean-Louis Barrault, par exemple, bon, à une époque, l'État, il apportait une sorte de garantie, de caution au pavillon France, question de prestige. Bon, c'est fini ça aujourd'hui. L'aérien est un secteur stratégique de l'économie. Oui. Avoir une ligne directe avec un pays lointain pour pouvoir développer le commerce, le business, la diplomatie, c'est super important, c'est fondamental. Et donc l'État, il y avait une logique de développement qui était cohérente. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les impératifs économiques qui priment. Donc clairement, on oublie cet aspect-là. Il y a des besoins aujourd'hui de réforme de la compagnie. Le problème, c'est que du coup, comme l'État est derrière, on a l'impression que la compagnie ne peut pas faire faillite. Donc il y a un certain nombre de salariés, de syndicats qui se disent on peut tirer sur la corde, ça va jamais craquer. Sabena, Swiss, etc. Tout un tas de compagnies nous prouvent le contraire. J'espère pas Air France. Et enfin, objectivement, il n'y a plus aucun intérêt, et surtout pour la compagnie, d'avoir encore l'État à son capital. La sphère publique, ses dirigeants venus du public, c'est ça, c'est le mal dont souffre Air France, et cette consanguinité, justement, c'est un blocage pour aller vers la compétitivité. Jean-Louis Barrault. La consanguinité qui ne rend pas service à Air France, parce que Air France n'a pas fait les réformes qu'il devait faire, étant mis sous la tente. Mais Jean-Marc Janaillac, il a essayé de les faire, ces réformes. Et le pauvre, paf, et il se fait sortir. Et pourtant, il venait de la sphère publique, lui. Oui, mais attendez, je n'ai pas dit que les gens qui étaient de la sphère publique étaient tous mauvais. Il y en a qui ont été très bons, il y en a qui ont beaucoup essayé. Mais vis-à-vis du personnel, comme vous le disiez fort justement, il y a un sentiment qu'on peut tout demander et qu'on n'est pas obligé de faire les efforts puisqu'on est sous la tente à oxygène. Et de fait, on est sous la tente à oxygène. Mais dans le transport aérien français, il n'y a pas qu'Air France, il y a aussi les autres compagnies. Et les autres compagnies sont bloquées. Leur développement est clairement bloqué par le fait que l'État protège l'une d'entre elles, alors que l'État devrait être régulateur de l'ensemble. L'État devrait se préoccuper qu'on ait
une bonne coordination entre les services terrestres pour aller aux aéroports, à distribuer correctement les créneaux horaires. Enfin, tout ça, ce qui n'est pas fait. Alors, Xavier Titelman et Thierry Fournier, qui reviendra juste après. L'État avait même fait en sorte d'acheter une paix sociale en imposant à la gouvernance d'Air France de céder face à certaines revendications à une certaine époque. C'est-à-dire que même l'État a empêché un renouveau et l'application de certaines mesures qui auraient été bonnes aujourd'hui. Vous pensez à quoi, par exemple? À l'époque, ils ont cédé sur les salaires, ils ont cédé aussi sur des histoires de stop clause, donc ces fameuses limitations d'une compagnie à l'autre au sein du groupe. Peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si à l'époque l'État n'avait pas dit allez-y, lâchez du lest. Thierry Fournier, EIM. Alors évidemment, la présence de l'État dans la nomination de patron paraît complètement absurde. En tout cas, les codes de lecture sont totalement déconnectés des urgences et des priorités de la société. Il y a des gens intelligents dans la sphère publique qui sont capables de passer de l'autre côté, on est tous d'accord. Il y a aussi des gens, et j'insiste là-dessus parce que mes amis n'ont pas l'air d'être totalement convaincus, il y a des gens qui ne connaissent pas un secteur et qui sont capables de faire d'excellents présidents. Pensez à Stéphane Richard, pensez à Thierry Breton, par exemple, ou Jacques Aschenbroich chez Valeo, qui est spectaculaire. Les gens n'y connaissaient rien. Mais c'est parce que ce sont des présidents. Et j'insiste là-dessus, la sortie qu'on va peut-être trouver, c'est en se dissociant les deux jobs. Il faut certainement dans le pôle d'Air France quelqu'un d'expert dans le sujet. Un vrai patron. Et là, au-dessus, un président qui sera, et peut-être sur le pôle d'Air France, pour y revenir, il faudra que les actionnaires et ceux qui sont les parties prenantes comme KLM ou les autres compagnies aériennes, à ce moment-là, aient le poids lourd dans la décision. Mais pour le président, si on doit lâcher quelque chose, moi je le lâcherai à l'État, même si c'est pas du tout dans mes idées, parce que c'est un rôle qui est différent, qui est plus honorifique. Il a un job de stratège. Bon, on va revenir justement. Alors, quelle que soit la future gouvernance, quel que soit le futur ou la future présidente, quelle stratégie donc maintenant pour Air France? Quel partenariat aussi? On parle beaucoup d'accords hôtels, bien entendu, avec Sébastien Bazin qui a des idées. À propos de la compagnie aérienne, on y reviendra, on va développer tout ça. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Tous les jeudis, BFM Business vous invite à retracer le parcours vers la réussite d'entrepreneurs d'exception. Ces dirigeants vous font découvrir 3 lieux importants pour eux. Cette semaine, montez en voiture avec Michael Benabou, cofondateur de venteprivée.com pour 3 destinations très personnelles. Le lycée Victor Duruy, le School Lab et le Centre Beaugrenelle. Histoire de trajectoire, ce jeudi sur BFM Business. Histoire de trajectoire, en route avec le haut de gamme de Renault, voitures officielles de BFM Business. Ce message peut heurter la sensibilité des contribuables. Comme Mégane, Moussa, Paul et des milliers d'autres personnes, rencontrez un conseiller Quintessence gratuitement et payez moins d'impôts. Pour une étude gratuite, contactez-nous sur groupe-quintessence.fr. La performance industrielle passe par une usine digitale, innovante et compétitive. Depuis plus de 30 ans, GEDIX vous accompagne et vous propose des solutions adaptées et performantes. Connexion des machines de production, gestion des données techniques, supervision et monitoring d'ateliers. GEDIX est la solution pour votre usine du futur. GEDIX, confiez-nous votre innovation. Distinguez-vous en suivant votre rendez-vous avec Levante, le SUV selon Maserati. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Bon, alors, qui va succéder à Jean-Marc Janay? Juste, Mathieu Sévin, à quel moment est-ce qu'on va voir la fumée blanche donc sortir Bah oui. Oh là. On nous avait annoncé que ça serait très rapide. Ça va prendre encore quelques jours. Ça devrait être courant juillet. Je cite Madame Borne, début juin, qui indiquait que la nomination d'un nouveau PDG d'ici la rentrée était prioritaire. Voilà. Bon. Anne-Marie Couder, il y a quelques semaines, elle était persuadée que ça serait fin juin. Bon.
faut se Moi, j'ai lu dépêcher. septembre. J'ai entendu une déclaration de Le Maire, septembre. Il gagne un peu de temps. Bon, en tout cas, c'est Une dernière quinzaine d'août. au moment où- C'est une période dont il faut sortir vite. On le disait, il y a des grèves qui ont coûté quand même plus de 300 millions d'euros. La démission spectaculaire de Jean-Marc Janaillac et puis l'attente donc depuis le 7 mai. Bon, l'État doit rester, oui, non, vous avez tous dit, bah non, il ne faut pas qu'il reste, ça sert absolument à rien. Alors maintenant, on imagine, voilà, on a un président, une présidente, très bien. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur sa feuille de route? Quelle stratégie pour le futur président, justement? Comment Air France doit accélérer pour rester crédible, compétitif, pour continuer de moderniser sa flotte, signer des nouvelles alliances, rester belle pour continuer peut-être d'attirer de nouveaux capitaux, comme on l'a vu l'an dernier, donc des capitaux venus de Chine, capitaux venus des États-Unis, et puis de nouveaux clients, vous avez raison. Allez, Xavier Titelman, qui est consultant aéronautique, notamment pour le collectif Tous Air France, vous êtes aussi dans le cabinet CGI Consulting. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est une large, vaste question. Ouais. Alors, Quel gain opérer à quel endroit par en exemple France, dans les 3 dernières années, le low cost a représenté entre 60 et 100% de la croissance française. Bien. Du trafic. Au sein du low cost, donc déjà, il faut miser quand même assez massivement sur le low cost. En tout cas, sur le moyen courrier, c'est établi, EasyJet, Ryanair, etc. Transavia, belle victoire. 2008, félicitations. Transavia. Alors ils sont Oui. peut-être pas venus rapidement dans le low cost, mais en tout cas depuis 2008, c'est Oui, c'est mais fait. aujourd'hui, Voilà. ils arrivent à être propriétaires de leurs avions, alors qu'au début, on essaie plutôt de les louer. Là, les 10 derniers avions, ils en sont propriétaires. Ils sont revenus dans le vert l'année dernière. Ils sont repassés devant EasyJet sur Orly. C'est quand même génial. On a une low cost française. On prouve que le modèle est viable. Le problème, c'est que le low cost, c'est viable quand on a 200-300 avions. Et là, on est limité à 40 par, encore une fois, ces accords de groupe. Donc là, évidemment, le low cost, c'est quelque chose d'important. Dans le low cost, il y a la structure, le low cost long courrier, qui est celui qui croît le plus vite. Et là, on est de l'ordre de plus 100% tous les ans. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? On a Norwegian, on a des très grands groupes qui se développent et qui fonctionnent très bien. Et comme en France, il n'y a personne, et du coup, tout le monde s'installe en France et tout le monde vient parce que c'est la mine d'or dont personne n'exploite localement. Il faut quoi, racheter une compagnie ou pas? Alors, théoriquement, si on s'était mis il y a 10 ans comme tous les autres, on aurait une compagnie nationale qui fait ça et qui marche très bien au sein du groupe Air France, parce que le groupe Air France a la force. Maintenant qu'on s'y met un petit peu tard, si on décide de s'y mettre massivement et qu'on commande plein d'avions, on va être livré dans 4, 5, 6 ans. Donc ce sera trop tard. Donc soit on loue des avions, soit on achète une compagnie qui existe déjà et on la développe. Ce qui peut-être est la meilleure solution, mais qui va se faire contre les syndicats et contre les pilotes et toutes les personnes qui sont déjà dans Air France, qui auraient voulu participer à ce mouvement. Vous auriez une compagnie à acheter au nom d'Air France pour faire du low cost long courrier. Vous prenez laquelle? Norwegian coûte déjà 5 fois plus cher qu'Air France KLM, donc c'est trop tard. Voilà. Donc il faut viser une compagnie française. Moi, XL Airways, qui est la numéro 1, qui est géniale, et dans lesquelles l'actionnaire actuel a indiqué qu'il était prêt à se désengager. Donc peut-être XL Airways, maintenant, est-ce qu'il y aura des fusions? Est-ce que ce sera intéressant? Et est-ce que ce sera une compagnie supplémentaire dans le scope d'Air France KLM? Ou est-ce qu'on va l'intégrer? Il y a aussi un gros problème, c'est qu'un pilote ne peut pas passer d'une compagnie à l'autre au sein du groupe Air France. Un pilote de Hop... Oui, mais aussi Air France et Joon, il y a des passerelles, on peut. Et au les sein de PNC ne peuvent également. pas, c'est du personnel dédié à Joon, et d'ailleurs à qui on demande certaines choses qu'on ne demanderait pas à des hôtesses d'Air France qui font du Paris-Shanghai, du Paris-San Francisco, mais chez Joon, les pilotes passent de l'un à l'autre. C'est ça justement qu'il aurait peut-être fallu faire il y a 10 ans, préparer une compagnie low cost avec des capacités de passer d'une compagnie à l'autre facilement. Et la crainte, c'est que ce soit un nouveau Hop, c'est-à-dire que les pilotes de Hop, qui sont commandants de bord depuis des années sur des avions sympas, ils doivent repasser copilote sur Airbus A320 chez Air France pour pouvoir continuer leur carrière. Je comprends, oui. Jean-Louis Barrault, avec nous, donc fondateur du réseau APG. Quand on regarde le groupe Air France actuellement, vous avez KLM, Transavia Hollande, Martinair, Air France, Hop, qui est composé de 3 compagnies, je rappelle, Britair parce qu'elles existent toujours, Britair Régional et Airlinair, et Transavia, et je simplifie, et plus Hop. Et plus la première chose à faire, il me semble, pour le patron à venir, simplifier, parce que c'est vraiment ingérable, ce système-là, et 2, créer de l'enthousiasme. Il faut non pas montrer la fin du mois, on va survivre à la fin du mois, il faut montrer qu'est-ce qu'on va être dans 5 ans. Plan de croissance. Et la France a des atouts tout à fait considérables. Lorsque la France veut bien jouer ses atouts, elle peut y jouer. Juste un petit point pour Norwegian. Imaginez un instant que Norwegian soit acheté soit par IAG, donc British Airways, soit par Lufthansa. D'un côté comme de l'autre, ça gèle complètement toute croissance que l'on peut avoir sur l'axe transatlantique. Et ça va faire des dégâts considérables. Or,
norvégienne, c'est 300 millions à mettre en prix d'achat et une dette à reprendre de 2 milliards. C'est tout à fait dans les moyens de British Airways, de IAG ou de Lufthansa. Air France ne le peut pas. Olivier Babot. C'est intéressant, on parle de stratégie et tout de suite, en fait, on parle de la structure, on parle du problème de l'agilité, du manque d'agilité de la structure. Donc on se rend bien compte qu'en fait, ici, le premier problème, c'est d'arriver à mettre cette flexibilité, donc à faire passer une vision, une compréhension pour obtenir la coopération. Et c'est aujourd'hui ce qui semble manquer, en fait, tout simplement. Dire, il serait bien d'unifier, de simplifier. Mais, enfin bon, j'ai l'impression que c'est la croix et la bannière, non c'est quand même à peu près là-dessus que Janaïek est parti. Il n'a pas réussi à faire accepter ce qu'il voulait faire. Regardez, on peut imaginer beaucoup de trucs. Quand ils ont lancé June, le projet de June aujourd'hui ne correspond pas réellement, voire pas du tout, à ce qui était prévu au départ. Tout à fait. Voilà. June, moi je voudrais bien qu'on m'explique et qu'on me montre que June, réellement, ça rapporte de l'argent. Ça, j'ai un gros doute là-dessus. Oh, si vous cherchez quelles sont les filiales qui rapportent de l'argent dans le groupe, vous allez devoir creuser un peu. Hein. Pour abonder dans votre sens, je crois qu'une des toutes premières priorités du nouveau chairman, ce sera de décider la voie de sortie du conflit. Parce que il en a deux en réalité, si on veut simplifier. Soit il reste dans le dur, soit il trouve un accord. L'accord, on sait que mécaniquement, économiquement, ça peut plomber encore un peu plus la compagnie. S'il va dans le dur, ça c'est un vrai acte de patron. Un peu comme Macron a fait la réforme de la SNCF. Par exemple. On va attendre que la France dise un moment au SNPL. Regardez qu'aucun des scénarios, aucun des candidats n'a été prévu pour ce scénario-là. Oui, parce que tout à l'heure, Xavier Titelman, vous qui participez à ce collectif Tous Air France, où il est expliqué, par exemple, prends soin de tes employés, ils prendront soin de toi. C'est l'appel qui est lancé à la direction d'Air France. Donne la parole à l'ensemble de tes forces vives dans une démarche participative et paritaire. Jean-Luc Barraud nous disait, il faut réformer Air France dans l'enthousiasme, justement. Alors, comment est-ce qu'on associe les salariés, justement, comment est-ce qu'on communique avec eux sans leur laisser complètement, notamment à certains, et parlons des pilotes, les clés de l'avion, justement, avec leur droit de veto qu'on connaît facilement. Comment est-ce qu'on arrive, justement, à aller apporter de l'enthousiasme, à associer les salariés, ce qui est normal, leur proposer le projet, les faire vivre, sans pour autant, toutes les 5 minutes, qu'il y ait une grève, etc., ou une menace. Déjà, quand on fait des sondages internes, alors ils avaient utilisé des systèmes d'intelligence artificielle avec vraiment de l'intelligence collective, on demandait quelles sont vos craintes, qu'est-ce que vous voulez. Le salaire arrivait en 4e ou 5e position. Ce que les gens voulaient, c'était de la croissance, c'était du low-cost long courrier, c'était attaquer les concurrents, c'était monter à l'assaut. Sauf que ce que veulent les syndicats, d'une manière générale, et je simplifie évidemment et je veux me faire des ennemis, c'est je veux du salaire, je veux plus à la fin. Évidemment, quand une compagnie doit mettre la totalité de ses bénéfices dans l'augmentation de salaire et pas dans l'achat d'avions. Et de certains salaires, on va le rappeler, bien sûr. Quand l'équivalent de 10 avions neufs partent en grève tous les 2 ans, évidemment, il y a un moment... 300 millions d'euros, ça a coûté ces 15 jours à peu près de grève du printemps. Sur plusieurs années. Oui, bien sûr, vous avez raison. Olivier Babot, professeur de stratégie. Oui, c'est extrêmement difficile. En général, on dit il faut que, quand on enseigne la stratégie, dans l'école de commerce à l'université, on explique qu'il ne peut pas y avoir de bonne stratégie s'il n'y a pas une structure derrière. Et il n'y a pas de bonne structure s'il n'y a pas des hommes qui adhèrent à la vision de l'entreprise. En plus, c'est ça, c'est vraiment d'actualité. C'est-à-dire à ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, plus personne n'a de discours cohérent sur ce qu'on veut faire d'Air France. Et effectivement, c'est très positif d'avoir un discours enthousiasmant. Comment rendre de l'enthousiasme ? En fait, c'est ça le vrai problème du futur patron. Rendre de l'enthousiasme et de l'adhésion aux gens d'Air France. Il est prévu de faire un questionnaire ouvert, justement, pour savoir que veulent les salariés. C'est prévu pour septembre. Ouais. Est-ce qu'Air France peut redevenir une géante du ciel ? Comment est-ce qu'on fait redécoller ? Elle l'est, faut pas non plus voir le tableau totalement noir. Au bout de la piste, non plus. Bien entendu, Mathieu Sévin. Ça reste un acteur majeur européen. Et on l'a rappelé tout à l'heure dans les ventes, justement, c'est Jean-Louis Barraud. Numéro 5 mondial. Voilà. Oui, non, mais déjà, je pense que Air France devrait totalement restructurer son réseau court courrier. Vous disiez tout à l'heure que Transavia était la première low cost à Orly. Transavia devrait prendre pas mal de lignes sur le réseau court et moyen courrier. Simplifier, vous regardez la flotte de Hop,
C'est un véritable catalogue d'un salon fabricant d'avions. du Bourget ou d'autres, Il y a autant d'avions que de lignes. Donc c'est cher en maintenance. Il y a 17 types d'avions. Il y a 17 types d'avions. Va falloir aussi quand même se pencher un jour. Versus je un parle seul, pas des ou modèles. Ryanair, un seul avion. Ouais, Un par exemple. 737 chez l'un ou un... Voilà. Ryanair, un seul type. Et là aussi, il va falloir se pencher à un moment donné sur le renouvellement des flottes moyens courriers d'Air France et de KLM. Et puis, il va peut-être falloir enfin harmoniser tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la flotte moyen courrier d'Air France, ce sont des Airbus A320. Chez KLM, c'est du Boeing 737. Oui. Si les deux compagnies avaient des avions similaires, ça permettrait de faire des synergies, des économies. Sur la maintenance, etc. et la formation des pilotes. Qu'est-ce que vous pensez de ce partenariat que propose Accor Hôtel, Sébastien Bazin? C'est Mathieu Pechberti qui nous le racontait toute la journée aujourd'hui. Accor qui a le soutien des actionnaires de Delta Airlines, de China Eastern et même de Bercy, envisage de créer donc un programme de fidélisation qui regrouperait près de 7 millions de clients en France. Façon de résister quelque part à Booking, à Google, etc. Ça serait quoi la pertinence d'un tel programme? Comment est-ce qu'on en arrive comme ça à... Allez, Xavier... Le piège. Xavier... Ah bah, je sais pas. Non. Semble bien intéressé. Xavier Titelman, bon. Mais en fait, vu de l'extérieur, évidemment, on est sur le tourisme, on est sur... voilà, on peut imaginer, il y a TUI, par exemple, qui a à la fois des hôtels, à la fois des avions. On a le Club Med qui loue ponctuellement, d'ailleurs, des avions de Transavia pour amener... Donc, il y a quand même une cohérence, peut-être que quelque chose de commun, justement, sur la fidélité. Et l'hôtellerie. Peut-être qu'ils offriront des packages tout compris, comme on le fait aujourd'hui quand on va sur le site du Club Med. C'est peut-être quelque chose d'intelligent. Maintenant, après, c'est aussi avoir un désengagement de l'État. L'État vend ses parts à un actionnaire qui serait stable. Pour moi, c'est surtout ça le point favorable. Olivier Babot. Oui, sur le cas de TUI est vachement intéressant. Il faut se souvenir que TUI, à l'origine, c'était de la sidérurgie, puis ils ont tout vendu. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va se lancer dans le tourisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? C'est un cas d'école, d'ailleurs, qu'on enseigne dans les écoles, d'ailleurs. C'est pour ça que je vous en parle. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des agences, ils ont acheté des compagnies, dont à l'époque Nouvelles Frontières. Bon, il y a eu de la restructuration, il y a eu des erreurs, c'est un peu patiné, mais évidemment, et puis des hôtels. Et il y a une certaine, on pourrait dire, il y a un certain sens. Alors, les synergies n'ont pas eu lieu exactement là où ils le pensaient, ils ont eu du mal à les faire sortir, mais là on pourrait imaginer qu'il y a quand même des synergies commerciales, et c'est vrai qu'on parle de Booking, un enjeu aujourd'hui, n'oublions pas qu'on est dans l'économie de la plateformisation, c'est d'arriver à avoir l'accès aux clients, parce que c'est celui qui a l'accès aux clients qui en fait va accaparer la marge, et le risque, c'est comme c'est le cas de Booking pour les hôtels, ou c'est le cas de plus en plus de façon générale pour Google, pour à peu près tout, si c'est par vous que les clients arrivent, on pourrait dire aux fournisseurs, vous faites payer un droit d'octroi qui est à volonté. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être suffisamment gros pour pouvoir peser dans la négociation et pour pouvoir avoir la force d'arriver directement au client. Donc de ce point de vue-là, ça pourrait avoir du sens. Et après, comme souvent, le diable est dans les détails de ce genre d'alliance. Jean-Louis Barrault. Moi, je trouve qu'Accor serait un actionnaire assez légitime. D'abord, ça sortirait l'État. Première des choses. Et puis, mon Dieu, c'était quelqu'un qui est dans le milieu industriel, tout ça, et dans le même secteur d'activité. Il serait assez légitime. Pour autant, il ne faudrait pas que le président d'Accor, et on dit qu'il souhaiterait le faire, souhaite la présidence du groupe. Alors là, je trouve que ça serait très mauvais. Juste une question, Olivier Babot. Si l'État se part, et on a des capitaux chinois, américains avec Delta, des capitaux étrangers aussi largement chez Accor Hôtel, est-ce que ça va pas poser un problème réglementaire à un moment aussi? Oui, ça peut poser. On va taper au-dessus des 50%. Oui, ça pose même un problème réglementaire. D'ailleurs, il y a du coup, on parle de scénarios où il y aurait des participations croisées, où l'État pourrait rentrer dans Accor. Du coup, effectivement, il y a des montages possibles. Qui me demande la parole? Je sais pas que. Non, mais en fait, simplement pour expliquer, une compagnie européenne doit être détenue au moins à 50% par des actionnaires européens. Donc c'est vrai qu'on a l'obligation, et il y avait cette question aussi que Accor avait peut-être des craintes de se faire racheter, peut-être que les parts qu'on va vendre dans Air France, peut-être qu'on les acheter dans Accor. Voilà, c'est une possibilité qui avait été évoquée. Bon, quand je disais comment faire redécoller Air France, on pourrait faire tellement mieux justement pour moderniser encore plus les cabines, pour rivaliser avec les Asiatiques, avec les compagnies du Golfe. C'est dans ce sens-là, je disais, oui, il y a un avenir, franchement, allez-y, optimiste pour la suite. Air France, elle va redevenir une géante du ciel, comme elle était avant. Vous savez, la qualité aujourd'hui d'Air France, elle a rien à envier aux compagnies du Golfe et à bien des compagnies asiatiques. Vous prenez la nouvelle classe affaires mise en place par Alexandre de Juniac. Juste, oui. Franchement, elle est largement au-dessus
du niveau de celle d'Emirates. Air France est revenu dans le top 15. Hein. Ah non, dans Emirates, attendez, je suis pas d'accord du tout. Dans le siège non, je suis pas d'accord. Mais là, pour le coup, je suis pas d'accord du tout. Mais bon, dans les classements, c'est pas bien grave. Ils étaient dans les 40e, ils sont revenus dans les 15 premiers, Air France. Donc c'est quand même un signe sur le long terme. Mais la marque est belle. Il faut transformer l'essai, et la marque est belle, vous l'avez rappelé, donc avec les réservations donc, qui n'ont pas faibli, donc, malgré la grève, malgré les conflits, malgré l'absence de président. Oui, Air France, c'est beau. Merci à tous. Merci Olivier Babot, économiste, président de l'Institut Sapiens. Xavier Titelman, qui est dans le cabinet CGI Consulting, et qui est consultant aéronautique pour le collectif Tous Air France, qui regroupe notamment des salariés d'Air France. Jean-Louis Barou, transport aérien, c'est vérité que l'on vous cache. Voilà, il est fondateur du réseau APG. Merci beaucoup Mathieu Sévin, spécialiste aéronautique ici à BFM Business. Et puis avec nous Thierry Fournier, associé du cabinet EIM, spécialisé dans le management de transition, et les décodeurs de l'écho qui reviennent très très vite, bien sûr. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.